Bien, nous allons aujourd'hui voir le deuxième chapitre du cours sur la mécanique des fluides parfaits. Il s'agit du chapitre propriétés physiques des fluides. Nous verrons quatre propriétés physiques: la masse volumique ρ, la compressibilité isotherme Qui, la tension superficielle sigma, la viscosité dynamique mu et la viscosité cinématique nu. Nous verrons par la suite le problème mathématique posé par la mécanique des fluides. Nous verrons la notion de dérivée particulière, des conditions aux limites et les dimensions et les équations aux dimensions ainsi que les unités. Nous commencerons donc par la masse volumique. La masse volumique est, comme le nom l'indique, c'est la masse de l'unité de volume. La masse de l'unité de volume. Si par la pensée l'on isole un élément infinitésimal de fluide dV et que l'on pèse, cet élément de volume dV aura pour masse dm. Le rapport dm sur dv constitue ce qu'on appelle la masse volumique. La masse volumique. Mais pour pouvoir en faire une propriété eulérienne, une grandeur eulérienne, il nous faut avoir la masse volumique en un point donné, c'est-à-dire ponctuel, en un point donné de l'espace et à un instant donné. Pour pouvoir y accéder, nous devons prendre la limite de ce quotient en faisant tendre ΔV vers 0. La limite de ce quotient en faisant tendre le volume ΔV vers 0. Ceci, comme je l'ai dit, dans le but d'avoir une variable eulérienne, d'exprimer ceci sous forme eulérien. Mais voilà, lorsque le volume ΔV tend vers 0, un problème se pose, un problème de taille. Pourquoi? Pour que cette limite existe, il faudrait que la valeur donnée par la limite soit la même, quelle que soit la forme du volume choisi et quelle que soit la manière dont on a de tendre vers 0. Or, si l'on arrive quand on tend vers 0, si l'on atteint la dimension des molécules, le milieu sera discontinu. Si on arrive à descendre à l'échelle moléculaire, le milieu sera discontinu. Et cela pose problème. Comme dans le cours de mécanique des fluides que nous allons présenter, il n'est pas nécessaire de décrire les écoulements à une échelle microscopique, on pourrait s'arrêter à l'échelle macroscopique. On pourrait s'arrêter à l'échelle macroscopique. À cette échelle, à l'échelle du macroscopique, le milieu est continu. Le milieu est continu. En d'autres termes, si je me trouve dans de l'eau, il n'y aurait que de l'eau, des molécules d'eau. Il est impossible que j'arrive aux molécules, c'est-à-dire tomber sur la molécule d'oxygène ou d'hydrogène ou bien d'air. Bien, donc nous avons exprimé la masse volumique sous forme eulérienne, sous une forme eulérienne. Pour cela, nous avons dit que nous devions nous arrêter à l'échelle macroscopique sans aller jusqu'à l'échelle de l'angstrom, c'est-à-dire l'échelle des molécules, afin que le milieu puisse être supposé comme étant continu. Donc si l'on devait reformuler le but du cours, le cours de mécanique des fluides parfaits, c'est un cours qui va avoir pour but de prédire les écoulements, des fluides, mais à une échelle macroscopique, de manière à ce que le milieu soit continu, Bien, donc une fois que nous avons défini la masse volumique en variable eulérienne et que nous avons décidé que nous n'allons pas décrire l'écoulement de manière microscopique, mais simplement de manière macroscopique, la masse volumique, ρ, dépend du couple P et T, dépend du couple thermodynamique P et T, la pression et température absolue. La pression et température absolue. La relation qui lie ρ, P et T s'appelle une équation d'état. Une des équations d'état que vous connaissez très bien, c'est celle des gaz parfaits. Que nous verrons à l'occasion d'une application dans quelques instants. Et donc, récapitulons, nous allons étudier l'écoulement et prédire les écoulements des fluides à une échelle macroscopique.
la masse volumique est une variable eulérienne, mais en fait, c'est à travers la pression et la température que la masse volumique se trouve comme étant une variable eulérienne. En effet, en un point de l'espace et à un instant donné, la particule fluide aura une certaine pression et température, comme ρ. ρ s'exprime en fonction de P et T, et bien ρ, elle aussi, est une variable eulérienne qui dépend de l'espace et du temps. C'est-à-dire en un point donné de l'espace et un point donné de l'espace et à un temps donné, il va y avoir une masse volumique. Nous allons faire rapidement une petite application. Elle consiste en la détermination de la masse volumique de l'air atmosphérique. Pour cela, je vais devoir supposer que l'air se comporte sensiblement comme un gaz parfait. Par conséquent, je pourrais appliquer l'équation d'état des gaz parfaits qui est PV égale à nRT, avec N, c'est le nombre de moles d'air, c'est le rapport entre la masse M par la masse molaire M de l'air, P étant la pression absolue statique en pascal, V le volume occupé par l'air en mètres cubes, la température en Kelvin, R la constante universelle des gaz parfaits, 832 joule mol moins 1 Kelvin moins 1. Donc pour pouvoir faire apparaître la masse volumique, je reviens à cette équation, c'est l'équation d'état. Je remplace N par M sur M, la masse de l'air sur la masse molaire de l'air qui est égale à 29 grammes par mol. J'aboutis à ceci. La masse sur le volume va donner donc P1 sur RT. P1 sur RT. Eh bien, voici l'expression de la masse volumique, ρ, c'est-à-dire M sur V, c'est égal à P1 sur RT. Je peux définir également une constante massique des gaz parfaits qui est égale à grand R, la constante universelle, divisée par la masse molaire, qui est égale à 286,90 joules Kelvin moins 1, kg moins 1. Donc, essayons à présent, une fois qu'on a trouvé l'expression de la masse volumique en fonction du couple P et T, en fonction des grandeurs thermodynamiques, pression absolue et température absolue, déterminons la masse volumique dans les conditions, par exemple, normales. Déterminons la masse volumique dans les conditions normales. Les conditions normales, elles correspondent à une pression atmosphérique, c'est-à-dire 101 325 pascal, 101 325 pascal, et une température de 273,15 Kelvin. Nous trouvons après toute application une masse volumique dans les conditions normales de 1,29 kg par mètre cube. 1,29 kg par mètre cube. Vous pouvez reprendre ce calcul pour les conditions standards. Dans les conditions standards, la pression reste la même, 101 325 pascal. En revanche, la température, elle est de 15 degrés Celsius. 15 degrés Celsius. Voilà. Nous passons à présent à une deuxième propriété physique qui s'appelle la compressibilité isotherme. Auparavant, j'ai oublié de vous le dire, pourquoi nous passons par ce chapitre propriété physique? Eh bien, pour pouvoir caractériser un fluide et pouvoir le distinguer d'un autre, cela se fait qualitativement ou quantitativement. En fait, la réponse particulière de chaque fluide aux sollicitations physiques et par conséquent mécaniques auxquelles on le soumet nous renseigne sur ce qu'on appellera les propriétés physiques. En d'autres termes, je vais vous expliquer. Nous voulons prédire l'écoulement des fluides. Mais pour pouvoir parler de fluides, il faut que je puisse les distinguer. Et pour pouvoir les distinguer, je vais faire appel aux propriétés physiques pour distinguer l'eau de l'huile. Et c'est quoi les propriétés physiques? C'est les réponses particulières des fluides aux sollicitations mécaniques auxquelles ils sont soumis. Ça nous permet donc de distinguer les fluides les uns des autres. J'arrive donc à la deuxième propriété physique qui est la compressibilité isotherme. C'est quoi rapidement la compressibilité isotherme? C'est l'aptitude d'un fluide à voir son volume diminuer sous l'effet d'une compression. Donc on va prendre un élément de volume par la pensée, on va le délimiter par la pensée, un volume V, on va le comprimer, c'est-à-dire à l'aide d'une augmentation de la pression. Ce volume va subir donc une compression, il va diminuer, être égal à V',
Eh bien, la compressibilité, c'est cela. Comme nous l'avons vu, la masse volumique, c'est la masse sur le volume. Donc, je pourrais émettre la définition suivante. Au lieu de dire la compressibilité mesure l'aptitude d'un fluide à voir son volume, on dira la compressibilité également mesure l'aptitude d'un fluide à voir sa masse volumique augmenter sous l'effet d'une compression, puisque ρ et V sont inversement proportionnels. Bien, mais tout cela se passe en augmentant la pression. Mais que fait la température entre-temps? Donc pour être rigoureux, nous avons choisi la compressibilité isotherme, c'est-à-dire qu'on va appliquer une compression à température constante. À température constante. Nous parlerons de la compression isotherme. Elle est définie comme ceci. Qui T, qui indice T, c'est égal à 1 sur ρ, la variation de ρ par rapport à la pression en maintenant la température constante. La variation de ρ par rapport à la pression statique en maintenant la température constante. La température constante. Bien. Alors nous le savons, les gaz sont éminemment compressibles. Alors que les liquides ne le sont pas. Ils le sont très très peu. Alors, mais il se trouve que dans certains cas, même pour les gaz, on supposera que le fluide sera incompressible. Je vais revenir à travers une application. Donc, je repars à l'application de tout à l'heure, celle qui consistait en la masse volumique de l'air atmosphérique, que j'avais supposé en passant comme étant un gaz parfait. Un gaz parfait. Nous avons établi que ρ était égal à Pm sur RT, ou bien P sur la constante massique des gaz parfaits, c'est-à-dire P sur petit rt. Calcule la compressibilité isotherme de l'air supposé parfait. Ben, ça va être 1 sur ρ, la dérivée de ρ par rapport à P. 1 sur ρ, c'est-à-dire RT sur P. RT sur P. Quand on dérive P sur RT en maintenant T constante, ça va être égal à 1 sur RT. 1 sur RT et 1 sur RT se simplifient. Il me reste l'inverse de la pression, 1 sur P. Donc nous pourrons dire que la compression isotherme d'un gaz, c'est-à-dire de l'air qui est supposé comme étant parfait, c'est l'inverse de la pression. Comme on va prendre une application numérique, nous avons supposé que la pression était égale à 101 325 pascal, donc ce sera des pascal moins 1, on trouve 9,87 10 moins 6 pascal moins 1. Nous voyons que cette valeur est très petite, très très petite, c'est pour ça que nous avons dit, il arrive fréquemment que même les gaz se comportent sensiblement comme des fluides incompressibles. Nous arrivons à présent à la troisième propriété physique qui est la tension superficielle. Il s'agit là en fait d'une propriété des interfaces liquides. L'interface, la surface qui sépare le fluide d'une autre matière. L'origine de la tension superficielle se trouve dans les différences des forces intermoléculaires qui agissent à l'échelle macroscopique entre les molécules, dans les liquides, dans les gaz et dans les solides. Je m'explique. Les molécules d'interface qui se situent à l'interface, les molécules liquides, sont soumises à une surpression côté gaz. Pourquoi? Parce que dans le liquide, la résultante de ces forces est identiquement nulle. Ce qui fait que le gaz va pousser sur l'interface qui va l'obliger à s'incurver. C'est comme un ballon que nous gonflons. Eh bien, la surface va s'incurver, l'interface va s'incurver à cause de la surpression qui est présente dans les gaz, mais pas dans les liquides. Dans les gaz, mais pas dans les liquides. Donc, que se passe-t-il? Nous avons dit, puisqu'il y a une surpression côté gaz, l'interface s'incurve. Donc, celle-ci, l'interface sera siège de tension énorme, et pour l'empêcher de se disloquer, de se déchirer, eh bien, il va y avoir une tension qui va agir tangentiellement. Cette force par unité de longueur, c'est ce qu'on appellera la tension superficielle, et on notera sigma. À présent, moi je vais aller directement vers ce qui va nous intéresser dans le cadre de ce cours, c'est les phénomènes de capillarité. Alors c'est quoi un capillaire? C'est un tube étroit dont le diamètre est inférieur au centimètre, 8 mm, 6 mm, comme ce que vous allez voir en TD. Et qu'est-ce qu'on voit? On constate une surélévation, une ascension de la surface libre avec une formation d'un ménisque. Je m'explique. Donc je vais vous remonter d'abord quelques photos que j'ai prises sur le net. Nous le savons, les liquides tombent. Les gaz s'élèvent, mais les liquides tombent. Pourtant, nous voyons parfois des contradictions avec la physique, telles que la photo qui est montrée sur la droite. Ce sont des remontées capillaires d'humidité. Nous voyons que l'eau remonte par les fondations.
C'est en contradiction avec le fait que le liquide tombe. Là aussi, vous avez une remontée capillaire. C'est de l'eau qui s'est infiltrée dans les fondations et qui remonte à travers les murs, enfin des interstices du mur. Et tout cela s'explique comment? Ben, nous le savons, euh, nous avons dit, à cause des phénomènes de tension superficielle, il y allait avoir une remontée capillaire. Donc je m'explique, je vais prendre un réservoir contenant de l'eau dans lequel je vais plonger trois tubes. Trois tubes. Dans le tube le plus étroit, nous remarquons une remontée capillaire de l'eau. Plus le tube voit son diamètre augmenter, plus ses effets s'estompent et diminuent de manière significative. La forme de la surface libre, là je vous ai montré aussi une autre photo, dans laquelle apparaissent quatre tubes de diamètre différent. Celui qui est complètement à droite a le plus faible diamètre et c'est celui qui subit la plus forte ascension capillaire. Donc nous avons dit qu'il y avait, à cause de la taille du capillaire, allait avoir une ascension capillaire. Il arrive que l'on tombe sur un effet inverse qui est une descension capillaire, c'est-à-dire un abaissement de la surface libre. Ceci se produit pour le mercure. Pour le mercure, je remarque qu'il va y avoir, au lieu d'une ascension, mais il va y avoir une descension capillaire, avec formation d'un ménisque. Mais dans ce cas, le ménisque a une forme convexe. C'est comme si le liquide ne mouille pas les parois. Les parois. Donc ici, dans ce cas, le ménisque, il est convexe. La forme est convexe. Je vais maintenant vous mettre côte à côte le cas où vous observez une ascension capillaire de l'eau et le cas où on va observer une descension capillaire, le mercure. Et voici, donc je commence par ceci, par vous montrer ces photos, ces illustrations. Vous avez en bleu de l'eau et en gris du mercure. Quand il s'agira de l'eau, plus le tube sera étroit, c'est-à-dire capillaire, plus vous verrez une ascension capillaire, c'est-à-dire une surélévation de la surface libre avec formation d'un ménisque, c'est-à-dire la forme de la surface libre, qui est concave, A l'inverse, lorsqu'il s'agira du mercure, nous observons une descension capillaire avec la formation d'un ménisque qui a une forme convexe. Bien, donc que remarque-t-on? Comme on l'a dit tout à l'heure, on va parler plutôt pour l'eau. Donc il va y avoir la formation d'un ménisque. Le ménisque est la forme de la surface libre qui a une forme concave. Résultat des forces à l'échelle microscopique qui s'opèrent dans le gaz et qui viennent pousser l'interface liquide et former cette forme-là. A l'inverse, pour le mercure, le fluide ne mouille pas, vous avez le ménisque qui a une forme convexe. Maintenant, allons un peu plus dans le détail à propos de ce ménisque pour l'eau. Donc ici, vous avez aussi une photo où vous le voyez pour le mercure, la belle forme convexe qui apparaît pour le mercure, alors que pour l'eau, vous voyez la forme concave. Bien, alors, faisons un zoom de ce qui se passe dans ce capillaire au niveau de sa surface libre, c'est-à-dire au niveau du ménisque. Voici votre tube, quand je fais son agrandissement, vous le voici. Je vois la forme de la surface libre, le centre du tube. Je vais définir maintenant ce qu'on va appeler l'angle de mouillage. L'angle de mouillage. D'abord, voici le ménisque. Le ménisque, c'est la forme de la surface libre, elle est incurvée. Et je vais vous présenter l'angle de mouillage. Alors, l'angle de mouillage, c'est quoi? C'est le plan, l'intersection du plan tangent au ménisque, le plan tangent au ménisque à la paroi. Le plan tangent au ménisque à la paroi. D'accord? C'est le plan tangent au ménisque à la paroi. On appelle ça l'angle de mouillage. Il est délimité donc par la paroi et le plan tangent au ménisque à la paroi. Le voici. On l'appelle θ. Θ est l'angle de mouillage, c'est-à-dire quelle est la manière dont a le liquide à s'accrocher au niveau de la paroi. Il dépend de l'état évidemment de la surface et de sa nature. Est-ce qu'il est fait en verre, en plexiglas, et l'état de propreté ou de salissure de cette surface. Je vais maintenant définir ce qu'on va appeler le rayon de courbure.
le rayon de courbure. Alors, le rayon de courbure, il est orthogonal perpendiculaire au plan tangent au ménisque. Il est perpendiculaire au plan tangent au ménisque et s'arrête au niveau du centre du tube. Le voici, c'est le rayon de courbure. Et enfin, le rayon du tube, vous le savez, le voici, le rayon du tube, il est là, c'est la moitié du tube. Voici le rayon du tube. L'angle θ est également ici, le voici l'angle θ. Maintenant, je vais présenter une loi, on l'appelle la loi de Laplace. Elle relie la différence de pression qui règne de part et d'autre de l'interface à la géométrie du ménisque. La loi de Laplace relie la différence de pression ΔP qui règne de part et d'autre de l'interface à la géométrie du ménisque. Elle s'écrit comme ceci. ΔP, c'est 2 sigma sur le rayon de courbure, avec sigma, c'est cette fameuse tension superficielle du liquide. Tension superficielle du liquide. Donc voilà, j'ai défini avec vous la loi de Laplace, qui est égale à 2 sigma sur R, avec ΔP, c'est la différence de pression qui règne de part et d'autre de l'interface, sachant que la surpression est du côté gaz, du côté de l'air. Bien. Donc voici les résultats auxquels j'ai abouti. Maintenant, si je devais remplacer le rayon de courbure grand R par petit r, je m'aperçois que cosinus θ, c'est le côté adjacent petit r sur l'hypoténuse, c'est-à-dire grand R. J'arrive à ce résultat. ΔP, c'est 2 sigma sur petit r cosinus θ. ΔP, la différence de pression qui règne de part et d'autre de l'interface, c'est égal à 2 fois la tension superficielle sur le rayon du tube multiplié par cosinus de l'angle de mouillage. Alors pour finir, sigma est une propriété physique qui dépend également du couple thermodynamique P et T, mais qui est beaucoup plus sensible aux variations de la température que celle de la pression. Elle est beaucoup plus sensible aux variations de la température que celle de la pression. Voilà pour ce qui est de la tension superficielle. Vous verrez dans vos applications, vos TD, le cas de 2 tubes capillaires, l'un de 6 mm et l'autre de 8 mm, où vous verrez ces effets se manifester. Alors, ensuite, nous allons passer à la propriété la plus importante de la mécanique des fluides, c'est la viscosité. Et nous verrons à cette occasion 2 viscosités, la viscosité dynamique, mu, et la viscosité cinématique, nu. Pour l'instant, commençons à mettre en place cette viscosité-là. Pour cela, je vais reprendre une expérience qui rappelle celle de Couette. Je vais considérer 2 plans parallèles, 2 plaques parallèles. L'une sera au repos, immobile, l'autre sera animée d'un mouvement de translation rectiligne et uniforme. Les voici. Donc j'ai 2 plaques. La plaque inférieure est fixe, tandis que la plaque supérieure est animée d'un mouvement rectiligne et uniforme. Que se passe-t-il si je devais tracer un profil de vitesse? Je m'aperçois que le fluide, le liquide qui était placé entre ces 2 plaques, qui était initialement au repos, se met en mouvement progressivement, et je choisis pour les besoins de cette expérience un profil de vitesse qui va être linéaire. Le voici, donc je trace toujours la ligne de base, ensuite les intensités du champ de vitesse jusqu'à arriver à la vitesse avec laquelle est animée la plaque supérieure, et je relie les extrémités et j'obtiens ce qu'on appellera le profil de vitesse qui est dans ce cas uniforme. Donc de que se passe-t-il? La plaque supérieure entraîne dans son mouvement le fluide ou les couches pariétales, les couches fluides pariétales. En revanche, la plaque inférieure maintient le fluide au repos. Il se crée par conséquent un écoulement de cisaillement pur. Et pour les besoins de cette expérience, j'ai donc choisi un profil de vitesse linéaire, tel que les couches fluides glissent les unes sur les autres. Elles seront animées de vitesses différentes au fur et à mesure que j'évolue dans l'écoulement. Et il se produit donc, on l'a dit, un écoulement de cisaillement pur, puisque c'est comme s'il y avait un cisaillement. La plaque supérieure tire vers la droite, tandis que la plaque inférieure freine l'écoulement. Elle freine l'écoulement. Donc, que s'est-il passé? En fait, pour maintenir la plaque en mouvement, il faudrait que j'exerce sur la plaque supérieure une force vers la droite, une force F vers la droite.
Et l'existence de cette force traduit le frottement du fluide contre les couches pariétales, contre la surface de la paroi, contre les couches pariétales contre la surface de la paroi. S'il n'y avait pas de frottement, il n'y aurait pas eu cette force. Inversement, la plaque inférieure, pour maintenir le fluide au repos, pour rester fixe, on doit la soumettre, elle aussi, à une force F dirigée vers la gauche. Une force F exactement égale à la première, la force F, mais dirigée vers l'autre sens. Vers l'autre sens pour pouvoir maintenir le fluide au repos. Le fluide au repos. Bien. Mais donc, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Pourquoi le fluide initialement au repos s'est soudain mis en mouvement depuis les couches fluides supérieures jusqu'en bas? Eh bien, la force que nous avons appliquée pour pouvoir mettre le plan supérieur en mouvement rectiligne uniforme s'est transmise de couche en couche, de proche en proche, à travers une surface de contact jusqu'à envahir tout l'écoulement et arriver vers la plaque inférieure. Donc retenez bien, ça s'est fait à travers une surface de contact. Bien. Alors, reprenons un peu ce schéma. Voici la plaque supérieure, animée d'un mouvement rectiligne uniforme, tiré par une force F. Entre les deux plaques, il va y avoir mon fluide, que voici en bleu. Il va s'établir un profil de vitesse qui est transmis à travers une surface de contact parce que chaque élément de surface va transmettre une force F. Donc il s'établit un profil de vitesse que nous avons représenté tout à l'heure, le voici. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Si je devais ôter le plan supérieur, je vais essayer de l'enlever, comme ceci, j'enlève le plan supérieur, et je délimite un élément de surface infinitésimale, ds, chaque élément de surface va être concerné par une force F. Donc chaque élément de surface transmet une force tangentielle, df, tel que le rapport de df sur ds en prenant sa limite va me donner ce qu'on appellera une contrainte. Comme c'est un écoulement de cisaillement pur, on appellera ça une contrainte de cisaillement. Une contrainte de cisaillement. Une contrainte de cisaillement. Donc résumons, nous avons tiré sur le plan supérieur avec une force F. Cette force se transmet de proche en proche, de couche en couche, à travers la surface de contact. La limite du rapport df sur ds en faisant tendre ds vers 0 me donne une variable eulérienne qu'on appellera la contrainte de cisaillement. Tau. La contrainte de cisaillement. Tau. D'accord? Bien. Alors revenons à cette contrainte de cisaillement. L'intensité de cisaillement est obtenue donc par la mesure de l'intensité du champ de vitesse, du profil de vitesse. C'est-à-dire, je vais prendre un premier profil de vitesse, le voici. Il va produire une certaine contrainte de cisaillement. Si je veux augmenter l'intensité de cette contrainte de cisaillement, je vais devoir augmenter l'intensité du profil de vitesse. En d'autres termes, je vais augmenter la pente du profil de vitesse, c'est-à-dire, on le sait, la pente c'est le gradient. Je prendrai une pente beaucoup plus prononcée, comme ceci. Celle-ci donc va provoquer une autre contrainte de cisaillement beaucoup plus grande que la première. Mais maintenant, revenons sur un cas particulier qui est le suivant. S'il n'y avait pas de frottement, c'est-à-dire si les couches fluides glissaient les unes sur les autres, indépendamment l'une de l'autre, et même les couches fluides pariétales glissaient sur la paroi, sans se rendre compte que les parois sont présentes, c'est-à-dire sans frottement, eh bien, c'est comme si on n'avait plus de cisaillement. Il n'y a plus de cisaillement. C'est-à-dire pas de gradient de vitesse. Les gradients de vitesse n'existent plus. La force de frottement disparaît. La force de frottement disparaît. Et par conséquent, la contrainte de cisaillement est identiquement nulle. Mais ceci implique quoi? Ça veut dire que si le fluide est en mouvement, ce mouvement ignore la présence des parois. Et les couches fluides glissent les unes sur les autres sans subir d'interaction par rapport à la couche supérieure ou inférieure. Par conséquent, je vais avoir affaire à quel type de profil de vitesse? Ce sera un profil de vitesse qui sera uniforme, comme ceci. Bien.
Maintenant, résumons, c'est quoi si on devait expliquer avec des termes très simples, qu'est-ce que la viscosité? Ben, la viscosité, c'est la capacité plus ou moins grande d'un fluide à s'opposer au cisaillement. À s'opposer au cisaillement. C'est la capacité d'un fluide à s'opposer au cisaillement. C'est ça ce qu'on appellera la viscosité. Eh bien, il y a une relation très simple entre la contrainte de cisaillement tau et le gradient de vitesse. C'est celle des fluides parfaits. Celle des fluides parfaits. Elle me dit que tau, c'est égal à mu fois le gradient de vitesse. Avec mu, c'est le coefficient de viscosité, mais c'est un terme qu'on utilisera très rarement parce qu'il peut prêter à confusion. On peut penser que la viscosité est adimensionnelle. On préfère dire et lire la viscosité dynamique, on lit mu. Mu. Donc, qu'est-ce que c'est que ce modèle? Tous les fluides qui obéissent à ce modèle, c'est-à-dire lorsque la contrainte de cisaillement est proportionnelle au gradient de vitesse, lorsque la contrainte de cisaillement est proportionnelle au gradient de vitesse, ce type de fluide est ce qu'on appellera un fluide newtonien. Heureusement, les deux fluides d'industrie, l'air comprimé et l'eau, sont newtoniens. On appellera mu, la lettre grecque mu, la viscosité dynamique. La viscosité dynamique du fluide qui tente à s'opposer au cisaillement. Elle dépend évidemment, puisque c'est une propriété physique du couple P et T, elle dépend du couple P et T, mais varie beaucoup plus avec la température, comme la tension superficielle. Pardon, comme la tension superficielle, oui, voilà. Comme la tension superficielle. Et maintenant, on va aller un peu plus loin dans le détail de cette viscosité dynamique. Donc, les unités, je vais le dire tout à l'heure, mais c'est le kilogramme par mètre seconde, c'est-à-dire le poids-œil. Cette viscosité, pour les liquides, lorsque la température augmente, elle diminue. Pour les liquides, lorsque j'augmente la température, la viscosité diminue. Quand vous avez du miel et que vous chauffez ce miel, il va devenir plus liquide. Bon, par conséquent, l'évolution de mu en fonction de t est une courbe décroissante. La pente serait donc négative. La pente serait donc négative. d de mu sur dt serait négatif. Eh bien, il y a des relations semi-empiriques ou empiriques pour rendre compte de cette variation de type Arrhenius, c'est-à-dire c'est une exponentielle décroissante, avec B, une constante qui se rapporte au fluide considéré. Mu0, c'est la viscosité du fluide considéré à une température de référence, par exemple T0. Pour les gaz, en revanche, lorsqu'on augmente la température, à cause de l'agitation thermique, la viscosité augmente. Par conséquent, la pente de mu en fonction de T est positive. Elle est positive. Et vous avez des modèles en puissance tels que n varie entre 0,7 et 0,8. Vous avez mu sur mu0, c'est t sur t0 à la puissance n, l'exposant n variant entre 0,7 et 0,8. Donc nous avons vu que mu dépendait du couple P et T, mais était beaucoup plus sensible aux variations de la température. Lorsqu'on augmente la température des liquides, la viscosité diminue. Et lorsque on augmente pour les gaz, c'est l'inverse qui se produit. La viscosité augmente. Bien, là je vous trace sur la figure 7 l'évolution de la viscosité dynamique en fonction de la température en rouge, et à gauche l'évolution de la... Pardon, j'ai dit la viscosité dynamique en fonction de la température, et à droite, c'est la variation en bleu de la masse volumique en fonction de la température en bleu. Concentrons-nous un peu sur cette viscosité. Nous remarquons qu'à 20 degrés Celsius, elle est égale à peu près à 1 centipoise, 10 puissance moins 3 poids-œil, et que si nous augmentons la température jusqu'à atteindre 50 degrés, ben, la viscosité est presque divisée par 2. La viscosité est presque divisée par 2. Regardez s'il vous plaît. Presque divisé par 2, presque 0,5. J'atteins presque 0,5. Je passe de 1, 10 puissance moins 3, à 0,5, 10 puissance moins 3. C'est pour vous rendre compte de l'influence de la température sur la viscosité des liquides. En augmentant la température, en passant de 20 à 50, la viscosité a été diminuée de moitié. Bien, comme je l'ai dit, l'unité de la viscosité, c'est le kilogramme par mètre seconde. Kilogramme, mètre moins 1, seconde moins 1. On appelle ce groupement le poids-œil. Le poids-œil.
physicien français qui a travaillé sur la circulation sanguine, qui est noté PL. PL. 1 kg par mètre seconde, c'est un poids-œil. La viscosité de l'eau, on vient de le voir, à 20 degrés, elle est égale à la différence moins 3 poids-œil, tandis que celle de l'air, à 0 degré, c'est 18, 10, moins 6. 18, 10, moins 6 à peu près, poids-œil. 18, 10, moins 6. Vous voyez que la viscosité des liquides est largement supérieure à celle des gaz. Alors maintenant, cette remarque, c'est pour expliquer quelque chose qui va être reprise plus tard, quand j'aborderai l'écoulement des fluides parfaits. Donc, si on doit suivre une certaine logique, on dira qu'un fluide est dit parfait s'il n'a pas de viscosité. Or, c'est aberrant. La viscosité existera, aussi petite soit-elle. Par conséquent, nous dirons que le fluide sera dit parfait si les forces de frottement visqueux sont négligeables par rapport aux autres. Puisque la viscosité existera toujours, c'est une propriété physique qui caractérise chaque fluide. Donc il n'y a pas de fluide qui ne possède pas de viscosité. Tous les fluides possèdent une viscosité, aussi petite soit-elle. Donc nous dirons qu'un fluide sera dit parfait, si les effets visqueux sont négligeables. Si les effets visqueux peuvent être négligés. En d'autres termes, si la force de frottement visqueux peut être considérée comme négligeable par rapport aux autres forces en présence. Bien, pour terminer, nous allons présenter une dernière propriété physique. On l'appellera la viscosité cinématique nu, qui est en fait le quotient entre mu et ρ. C'est mu divisé par ρ. C'est ce qu'on appellera la viscosité cinématique, dont les unités ce sont des mètres carrés par seconde. Bien. Avant de finir ce deuxième chapitre, nous allons rappeler un peu le problème que posait la description eulérienne. La description eulérienne avec ses notions de champ, on va reprendre brièvement quel était le problème qui a été posé par l'introduction de la description eulérienne. C'est-à-dire, en un point de l'espace x, y, z, et à un instant donné, t, on affecte la particule fluide, où est-ce qu'elle se trouve, on l'affecte ce point-là d'un vecteur vitesse local. Donc, résumons. Si on prend par exemple la projection suivant OX du champ de vitesse V, Vx, je l'ai compris, il va y avoir une variation par rapport au temps et par rapport au déplacement de la particule fluide pendant ce temps delta t, dt. Et donc, je vais avoir, si je devais écrire la différentielle totale exacte de la variable Vx, on l'a déjà vu, ça serait d de Vx sur dx plus d de Vx sur dy, plus d de Vx sur dz, plus d de Vx sur dt. Voici à quoi c'est égal, en commençant par l'inverse, en commençant par dt. Je vois bien qu'il y a des variations spatiales et des variations temporelles. Les voici. Variation temporelle en rouge, c'est le premier terme du second membre, et les trois variations spatiales en vert que voici. Donc vous l'avez vu, contrairement à la mécanique où les équations différentielles portaient uniquement sur le temps, la mécanique des fluides, elle introduit les équations aux dérivées partielles puisqu'elles concernent les variations par rapport à l'espace et par rapport au temps. Nous allons affaire donc aux équations aux dérivées partielles, les EDP. Donc ceci a déjà été dit dans les séances d'avant à cause de l'introduction de la description eulérienne. Je vais maintenant aller un peu plus loin. Donc nous avons dit la mécanique, les équations qui la concernent, ce sont des équations différentielles simples qui portent sur le temps, tandis que la mécanique des fluides, ce sera des équations aux dérivées partielles. Maintenant, je reprends la différentielle totale exacte de tout à l'heure de Vx, la voici, et on va essayer de l'écrire avec la notation de sommation d'Einstein. Je remarque que la partie en orange, j'ai quoi? D de Vx, dx, dx, d de Vx, dy, dy, d de Vx sur dz, dz.
Je vois qu'il y a des x, y, z. Ah bah, je sais comment écrire ça, on a appris à faire ça. Ça serait d de vx sur dxi, dxi. d de vx sur dxi, dxi. L'indice muet apparaissant deux fois dans ce monome, on doit faire la sommation à travers les trois directions. Bien, donc j'ai réduit l'écriture de l'équation différentielle de tout à l'heure à ceci. Elle ne comporte plus que deux termes. Et maintenant, je vais diviser cette équation, cette dérivée totale exacte, je vais la diviser par dt. Je vais la diviser par dt. En notant, au passage, que la composante de vitesse Vx, c'est égal à dx sur dt, Vy, c'est dy sur dt, Vz, c'est dz sur dt, ben je me rends compte que dt va disparaître, et ici je vais avoir Vx, Vy et Vz, Vx, Vy, Vz. J'appellerai cette nouvelle dérivée que je viens d'introduire, la d de Vx sur dt, la dérivée particulière, ou bien on l'appelle également la dérivée totale, qui est composée du premier terme, du second membre qu'on appelle la dérivée instantanée ou locale, suivie des trois dérivées spatiales de Vx, qui sont la dérivée convective, qu'on appelle également le terme de transport, la dérivée convective. Donc retenez bien la définition de la dérivée particulière dans ce cas de Vx, c'est égal à la dérivée instantanée plus la dérivée convective. Ben, si je devais écrire ça, parce que ça va être mis, mais si je devais écrire ça en écriture indicielle, avec la convention d'Einstein, ça serait d de Vx sur dt, ça sera égal à, ça ne change pas, d de Vx sur dt plus Vi d de Vx sur dxi. Vi d de Vx sur dxi pour rendre compte de ces trois monômes. Bien. Donc maintenant, je vais introduire l'avant-dernier paragraphe qui est consacré aux conditions aux limites. Alors, résumons un peu ce que nous savons. Ben, nous savons que la mécanique manie les équations différentielles qui portent sur le temps et que pour trouver la solution, j'ai mes équations différentielles qu'il faudrait intégrer. Et pour pouvoir intégrer et donner la solution, il me faut avoir les conditions initiales qui dépendent du nombre d'équations et de l'ordre de dérivation des équations différentielles. En mécanique des fluides, c'est presque la même chose, à quelque chose près. C'est toujours le même souci. Je vais non pas manipuler des équations différentielles, mais des équations différentielles des EDP, et que pour pouvoir trouver la solution générale, il me faut résoudre ces équations, ces EDP, et que pour les résoudre, je vais devoir faire appel à des conditions que nous appellerons les conditions aux limites. Les conditions aux limites. Et tout le problème de l'ingénieur ou bien du master, c'est justement de trouver pour chaque cas particulier les conditions aux limites spécifiques qui s'y rapportent. Pour chaque cas étudié, quelles sont ces conditions aux limites. Maintenant, qui sont les conditions aux limites? Qui sont-elles? Ben, il y a une belle condition aux limites qui s'appelle la condition d'adhérence. La condition d'adhérence, qui dit quoi, globalement, rapidement? Que les particules fluides à la paroi, c'est-à-dire qui adhèrent à la paroi, collées à la paroi, prennent la vitesse de la paroi. Comme la vitesse, ça a trois directions, donc cette condition sera divisée en deux. L'une correspondant aux deux projections tangentielles et l'autre pour la composante orthogonale perpendiculaire normale à la surface. Je m'explique, il va y avoir donc la condition de non-glissement, la CNG, et la condition de non-pénétration, la CNP, que je vais présenter dans la diapo 67. Donc voici d'abord la condition de non-glissement. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit pour les deux composantes de vitesse tangentielle, la vitesse du fluide à la paroi, qui adhère à la paroi, c'est égal à la vitesse de la paroi. Voici la condition de non-glissement. D'accord?
La deuxième condition, qu'on appelle la condition de non-pénétration, elle dit quoi? Elle dit la vitesse dans le sens normal du fluide à la paroi, c'est égal à la vitesse de la paroi dans le sens normal. 1 étant la normale. 1 étant la normale. Si le mur est immobile, la vitesse est égale à 0. La vitesse est égale à 0. Par exemple, si je suis au niveau de l'aéroport, je suis en train de me mouvoir sur un tapis roulant, j'appellerai la direction de l'écoulement X, Y c'est la deuxième composante horizontale, transversale horizontale, et Z la composante verticale. Ben, si on me disait quelle est la vitesse de la particule fluide, c'est-à-dire de moi, par rapport à la paroi, dans le sens des X, je vais avoir la vitesse du tapis roulant, dans le sens des Y, je vais avoir 0, parce qu'il n'y a pas de déplacement latéral, et dans le sens des Z, ça concerne la condition de non-pénétration, ça va être égal à 0. Pourquoi? Parce que le plancher est imperméable, je ne peux pas le pénétrer. Voilà pour ce qui est des conditions d'adhérence qui se subdivisent en deux conditions. La condition de non-glissement concerne les deux composantes de la vitesse, les deux composantes tangentielles de la vitesse, et pour la composante normale de la vitesse, on l'appelle la condition de non-pénétration. Je vais maintenant rapidement vous présenter ce qu'on appellera les dimensions, les équations aux dimensions et les unités. Alors la dimension, très souvent dans vos examens, on vous demande donner la dimension de la vitesse par exemple. Comment est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire la vitesse entre crochets et l'exprimer en fonction des dimensions de base, qui sont telles pour la masse, c'est m, la lettre m, pour les longueurs L, et pour les temps T. J'y ai rajouté la température, ça ne nous concerne pas parce que nous faisons la mécanique des fluides sans transfert thermique, la température est toujours isotherme. Donc j'ai rajouté θ pour la température. Donc on va essentiellement se consacrer, nous, dans nos cours, dans notre chapitre, sur les MLT, les masses, longueurs et temps. Les unités, dans le SI, le kilogramme, avec un petit k s'il vous plaît, avec un petit k, parce que si vous mettez grand K, c'est des kelvins, kilogramme dans le SI, le mètre pour les longueurs et les secondes pour les temps. Dans le CGS, c'est le gramme, pardon, c'est le centimètre et c'est toujours les secondes. Pour la température, c'est toujours le Kelvin. C'est toujours le Kelvin. Alors, qu'est-ce que les équations aux dimensions? Cette équation, celle de la dimension, quand vous direz par exemple la vitesse, je vais dire la vitesse c'est quoi? Dans le brouillon, la vitesse, c'est les unités, hein, c'est des mètres par seconde, les mètres, je reviens, les mètres c'est des longueurs, donc c'est un L, les secondes c'est un temps, donc je dirais c'est la dimension de la vitesse entre crochets V, entre crochets, c'est LT-1, LT-1. D'accord? Donc cette équation explique donc en même temps une relation entre les valeurs des variables et aussi entre les dimensions. Entre les dimensions. Eh bien, je vais vous présenter dans la diapo qui suit, sans les commenter, un tableau qui vous regroupe quelques dimensions, leurs unités dans le SI et dans le CGS. Donc voici une première série de grandeurs. Vous avez la surface, la vitesse, etc. Et dans la deuxième, j'y ai aussi introduit des grandeurs relatives au transfert thermique et au transfert de masse, en rouge et en vert, respectivement. Voilà. Là, c'est pour juste que vous sachiez comment faire les passages du CGS au SI. Je voudrais revenir juste un tout petit peu sur la viscosité dynamique. Nous avons dit que l'unité de la viscosité dynamique, c'était le poids-œil, mais il y a les sous-multiples du poids-œil. C'est la centipoise et la poise. Centipoise et la poise. Une centipoise pour l'eau, par exemple, la viscosité de l'eau, c'est une centipoise, c'est 10 puissance moins 3 poids-œil. C'est 10 puissance moins 3 poids-œil. Il y a également pour la viscosité cinématique le Stokes. Le Stokes qui représente le CGS, 1 cm² par seconde. Bien, ceci étant fait, voilà, le cours est terminé. Nous avons fini donc le chapitre 2 qui était consacré aux propriétés physiques. Qu'est-ce que nous pouvons dire pour conclure? Nous avons vu 4 propriétés physiques, 4.
Mais auparavant, nous avons expliqué pourquoi nous sommes passés par ce chapitre. Pour pouvoir distinguer un fluide d'un autre, il faudrait pouvoir le faire. Et pour pouvoir le faire, on a recours à ce qu'on appelle les propriétés physiques, qui consistent en quoi? Qui consistent à une réponse particulière de chaque fluide aux sollicitations mécaniques auxquelles il est soumis. Donc nous avons présenté 4 propriétés physiques essentiellement. La masse volumique qui m'a permis de cerner un peu plus le but de ce cours, et nous avons dit que nous allions étudier, nous allons prédire l'écoulement des gaz et des liquides, mais à une échelle macroscopique, Nous avons donc, je ne me suis pas trop étalé sur cette échelle macroscopique pour vous dire que ça correspondrait à un micromètre, à un volume, à un petit volume cubique de 1 micromètre dans lequel, pour le cas d'un gaz, il y aurait à peu près 27 millions de molécules et donc ce milieu apparaîtrait comme étant continu. Je n'ai pas voulu insister sur ça, je suis passé directement. Vous pouvez voir ça dans les ouvrages spécialisés qui traiteront de ça, qui vous expliqueront pourquoi. Et donc, nous avons présenté, après la masse volumique, nous avons présenté la compressibilité isotherme qui m'a permis de distinguer les gaz des liquides, mais qui disait aussi que pour les gaz, puisque les pressions ne varient pas beaucoup, qu'on pouvait quand même les considérer comme étant incompressibles. Nous avons vu ensuite la tension superficielle. Nous avons vu à cet effet en particulier les phénomènes de capillarité, les ascensions et descensions de l'eau et du mercure respectivement. Nous avons appelé la dépression de la surface libre un ménisque. Celui-ci était concave dans le cas de l'eau et convexe dans le cas du mercure. Nous avons défini ou nous avons présenté la loi de Laplace qui reliait la différence de pression qui régnait de part et d'autre de l'interface à la géométrie de l'interface et s'exprimait comme étant delta P égale à 2 sigma sur le rayon de courbure. Nous avons aussi présenté la viscosité, la dernière propriété physique. Nous avons présenté les deux viscosités, la viscosité dynamique en premier, ensuite la viscosité cinématique. Pour pouvoir les présenter, nous avons d'abord présenté l'expérience de Couette qui consistait à considérer deux plans parallèles. Le premier plan supérieur animé d'un mouvement rectiligne et uniforme de vitesse v. Il était tiré avec une vitesse f. Le frottement impliquait une transmission de cette force à travers un élément de surface vers tout le fluide en allant du haut vers le bas. La plaque inférieure était, elle, quant à elle, immobilisée grâce à une force F qui agit dans le sens contraire de la première. Il s'établissait un écoulement de cisaillement pur, et nous avons présenté le fait que la contrainte de cisaillement était proportionnelle au gradient de vitesse, le coefficient de proportionnalité, c'est la viscosité dynamique, dont les unités sont le poids-œil, c'est-à-dire le kilogramme par mètre seconde. Nous avons présenté également rapidement la viscosité cinématique, qui est le rapport entre mu et ρ, dont les unités ce sont des mètres carrés par seconde. Nous avons parlé du problème introduit par la description eulérienne, à savoir la présence simultanément des inconnues spatiales et temporelles, 3 variables spatiales, une variable temporelle. Nous avons présenté une grandeur très importante qui est la dérivée particulière, qui est constituée d'une dérivée instantanée plus une dérivée convective, qu'on appelle également le terme de transport. Et nous avons conclu avec les dimensions et les unités. Voilà. Rendez-vous pour le prochain cours. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires, vous pouvez me laisser des commentaires sur la chaîne, juste en bas. Voilà. La prochaine séance, nous allons entamer la première configuration qui est l'hydrostatique ou bien la statique des fluides. Et nous verrons donc dans ce cas-là la répartition de la pression, puisque dans ce cas, le fluide sera au repos. Voilà, j'espère que ça a été clair. Laissez-moi vos commentaires, vos impressions, et à très bientôt, Inch'Allah. Bon courage.